Le poison brûlait ses entrailles, tandis que Pierre Ier du Portugal, le cruel, agonisait dans son lit royal. Le roi qui avait un jour défié tout un royaume par amour succombait maintenant, trahi par son propre sang. Ses yeux, autrefois pénétrants et déterminés, étaient désormais rendus opaques par la douleur et l'amertume de la trahison. Les bougies vacillaient sur les murs de pierre, projetant des ombres dansantes qui semblaient être des démons venus réclamer son âme tourmentée. Dans la chambre mal éclairée du monastère d'Alcobaça, le monarque tremblait entre des spasmes violents. Les riches tapisseries qui décoraient les murs semblaient se moquer de sa condition actuelle, des scènes de chasse et de victoire, des moments de gloire maintenant réduits à de simples témoins de sa chute. Les médecins impuissants ne pouvaient qu'observer sa souffrance, chuchotant entre eux des théories sur la mystérieuse maladie qui consumait leur seigneur. L'homme qui avait ordonné l'exécution des assassins de sa bien-aimée Inès de Castro, qui avait arraché leur cœur encore battant, était maintenant consumé par un poison administré par son propre fils. L'odeur de la mort flottait dans l'air, se mêlant au parfum des herbes médicinales brûlées dans des braséros de bronze. Des moines circulaient silencieusement, leurs sandales raclant contre le sol de pierre, murmurant des prières en latin qui résonnaient dans les couloirs, comme des lamentations fantomatiques. Les quelques serviteurs qui lui étaient restés fidèles évitèrent de regarder directement le visage tordu de leur seigneur, craignant de trouver dans ses yeux la même fureur qui avait un jour fait trembler tout le royaume. La fièvre le faisait délirer, et dans ces moments de plus grande agonie, Pierre revivait les moments qui l'avaient conduit jusque-là. Il se revoyait jeune, courant dans les jardins du palais avec Inès, ses cheveux dorés brillant sous le soleil portugais. Il se souvenait du goût de leurs baisers volés, du parfum de ses vêtements, du son de son rire résonnant dans les couloirs du palais de Santa Clara. Mais ces doux souvenirs se transformèrent vite en cauchemars sanglants, le corps de sa bien-aimée gisant sur les pierres, son cou blanc taché de rouge, ses assassins fuyant comme des rats, tandis qu'elle exhalait son dernier soupir. Le roi qui avait un jour fait embrasser par les nobles du Portugal la main décomposée d'un cadavre couronné n'était plus qu'une ombre du gouvernant implacable qu'il avait été. Ses mains, qui avaient un jour brandi l'épée de la vengeance, tremblaient maintenant faiblement sur les draps de lin. Sa voix, qui avait un jour fait trembler les salles du pouvoir avec des décrets de mort et de rétribution, parvenait à peine maintenant à murmurer les noms de ceux qui l'avaient trahi. Entre des délires fiévreux, Pierre appelait Inès. Son obsession, son amour interdit, la femme dont la mort avait déclenché une vendetta qui avait ébranlé les fondations du royaume. Le même royaume qui assistait maintenant à son propre fils, Ferdinand, orchestrant sa mort lente et douloureuse. Les courtisans les plus âgés, qui avaient été témoins de toute son histoire d'amour et de vengeance, chuchotaient maintenant dans les coins, racontant les légendes qui commençaient déjà à se former sur le roi qui avait aimé au-delà de la mort. Parfois, dans des moments de plus grande lucidité, Pierre parvenait à voir l'ironie de son destin. Lui qui avait exécuté sans pitié les assassins de sa bien-aimée, qui avait fait de la vengeance sa raison de vivre, goûtait maintenant au même poison qu'il avait tant utilisé. Lui, qui avait défié son propre père pour l'amour d'Inès, était maintenant détruit par la haine de son propre fils. Les cloches du monastère sonnaient régulièrement, marquant les heures de son agonie. Chaque coup semblait un clou dans son cercueil, le rapprochant du moment où il rejoindrait enfin sa bien-aimée Inès. Mais même cette perspective était entachée par l'amertume de la trahison. Ses plans méticuleux, les tombeaux jumeaux qu'il avait fait construire, l'éternité qu'il avait planifiée aux côtés de son unique véritable amour, tout avait maintenant le goût amer du poison qui coulait dans ses veines. Comment en était arrivé là le roi qui avait transformé son histoire d'amour en une légende de vengeance et de pouvoir? Comment le monarque qui avait défié son propre père et couronné un cadavre avait-il fini empoisonné par son héritier? Les réponses à ces questions étaient enfouies dans une histoire de passion, de trahison et de vengeance qui avait commencé des décennies plus tôt, lorsqu'un jeune prince portugais posa pour la première fois ses yeux sur une dame de compagnie castillane. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et de mettre un j'aime. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Portugal,
première moitié du XIVe siècle. Le royaume vivait une période de paix et de prospérité, relative sous le règne d'Alphonse IV, le Brave. Les guerres contre les Maures avaient consolidé les frontières portugaises, et les alliances avec la Castille garantissaient une stabilité précaire dans la péninsule. Dans les couloirs du Palais Royal à Lisbonne, le jeune prince Pierre grandissait sous le regard attentif de tuteurs et de maîtres d'armes, se préparant pour le jour où il assumerait la couronne de son père. Très tôt, Pierre manifesta un tempérament qui inquiétait la cour. Contrairement à la diplomatie calculée d'Alphonse IV, le prince était connu pour ses explosions de fureur et son obstination. Quand il décidait quelque chose, même le roi ne parvenait pas à le détourner de ses objectifs. Ses yeux sombres, héritage de la lignée portugaise, semblaient brûler d'une intensité qui faisait détourner le regard des courtisans. Le jeune prince se distinguait dans les exercices militaires, maniant l'épée avec une habileté qui impressionnait même les maîtres d'armes les plus expérimentés. Lors des chasses royales, son impétuosité le poussait à poursuivre les proies les plus dangereuses, défiant sangliers et ours avec une témérité qui à la fois rendait son père fier et le terrifiait. La cour portugaise voyait en lui la promesse d'un roi guerrier, digne successeur du Brave. En 1340, dans le cadre des alliances complexes qui maintenaient la paix dans la péninsule ibérique, on arrangea le mariage de Pierre avec Constance Manuel, noble castillane de lignée royale. La mariée amena avec elle une suite impressionnante, comprenant des dames de compagnie choisies parmi les familles les plus nobles de Castille. Parmi elles se distinguait Inès de Castro, descendante de la plus haute noblesse galicienne, dont les yeux verts et les cheveux dorés semblaient capturer la lumière du soleil portugais. La première rencontre entre Pierre et Inès eut lieu pendant les festivités du mariage. La tradition raconte que leurs regards se croisèrent pendant un banquet, alors qu'Inès servait du vin à la nouvelle princesse. Le temps sembla se figer à ce moment. Pierre, qui jusqu'alors n'avait montré qu'une courtoisie polie envers sa fiancée Constance, se sentit traversé par une émotion qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Dans les mois qui suivirent, le prince commença à chercher des prétextes de plus en plus fréquents pour se rendre dans les appartements de Constance, où Inès servait comme dame de compagnie. Ce qui commença par des regards furtifs se transforma bientôt en conversation chuchotée dans les jardins du palais. La passion grandissait comme le feu dans la paille sèche, consumant toute la prudence et la raison du futur roi du Portugal. Constance, loin d'être naïve, perçut le changement dans le comportement de son mari. Dans une tentative désespérée d'éloigner les amants, elle nomma Inès marraine de son fils nouveau-né, l'infant Louis. Selon les lois de l'Église, une telle parenté spirituelle rendrait sacrilège toute union future entre Pierre et Inès. Mais l'amour ne connaît pas de barrières, qu'elles soient terrestres ou divines. La situation devint insoutenable lorsque Constance mourut en donnant naissance à son deuxième enfant en 1345. Libéré de ses vœux matrimoniaux, Pierre n'hésita pas. À l'horreur de la cour et à la fureur de son père, il installa Inès au palais de Santa Clara, à Coimbra. L'ancien palais, avec ses jardins mauresques et ses fontaines murmurantes, devint le décor d'un amour qui défiait toutes les conventions de l'époque. Dans ses appartements à Coimbra, Pierre et Inès vivaient comme roi et reine, ignorant les protestations de la cour et les menaces voilées qui commençaient à circuler. Les frères Castro, parents d'Inès, fréquentaient le palais avec une régularité croissante, apportant avec eux l'influence de la noblesse galicienne. Chaque jour qui passait, le prince héritier du Portugal s'éloignait davantage des intérêts de son royaume, plongé dans une passion qui aveuglait ses yeux aux dangers qui s'approchaient. L'union de Pierre et d'Inès n'était pas seulement un scandale moral qui ébranlait les fondements de la société portugaise, c'était une menace politique qui faisait trembler les structures du pouvoir médiéval ibérique. Les frères Castro, à travers leur sœur, gagnaient une influence sans précédent à la cour portugaise. Álvaro et Fernando Pérez de Castro, nobles galiciens connus pour leur astuce politique, commencèrent à fréquenter régulièrement le palais de Santa Clara, apportant avec eux un réseau d'alliances et d'intérêts qui s'étendait à travers toute la Castille. Dans les salons du pouvoir à Lisbonne, les conseillers d'Alphonse IV observaient avec une préoccupation croissante les mouvements à Coimbra. Diogo Lopes Pacheco, principal conseiller du roi, présentait des rapports de plus en plus alarmants. Les Castro ne cachaient pas leurs ambitions
Il parlait ouvertement d'une possible union entre le Portugal et la Castille, suggérait des mariages entre leurs familles et la maison royale portugaise, et osait même questionner la légitimité du jeune Ferdinand, fils de Pierre et Constance, comme héritier du trône. Pierre lui-même semblait étranger aux implications politiques de ses actions. Complètement absorbé par sa passion pour Inès, le prince déléguait les affaires d'État aux frères Castro, signait des décrets qui favorisaient la noblesse galicienne et ignorait les avertissements de plus en plus urgents venant de son père. Les enfants qui luttent avec Inès, Jean, Denis et Béatrice, étaient élevés avec tous les honneurs des enfants royaux, au désespoir des traditionalistes de la cour portugaise. Alphonse IV, pressé par ses conseillers et véritablement préoccupé par l'avenir du royaume, tenta d'abord des mesures diplomatiques. Il envoya des émissaires à Coimbra, offrit des terres et des titres aux Castro en échange de leur éloignement et proposa même un nouveau mariage à Pierre avec une princesse française. Toutes les tentatives furent accueillies avec dédain par le prince amoureux et sa bien-aimée. La situation atteignit son point critique à l'hiver 1355. Lors d'une réunion secrète du Conseil royal, Diogo Lopes Pacheco, avec Pero Coelho et Álvaro Gonçalves, présenta des preuves, réelles ou fabriquées, d'un prétendu plan des Castro pour assassiner le jeune Ferdinand et placer les enfants d'Inès dans la ligne de succession. Alphonse IV, après une nuit d'agonie, prit une décision qui entacherait à jamais sa réputation. Il ordonna l'exécution d'Inès de Castro. Le destin fournit l'opportunité parfaite. Par un froid matin de janvier, alors que Pierre était qu'à une chasse dans les terres au nord de Coimbra, les trois assassins, Pacheco, Coelho et Gonçalves, chevauchèrent jusqu'au palais de Santa Clara. Les gardes, reconnaissant le sceau royal, n'offrirent aucune résistance. Ils trouvèrent Inès dans les jardins du palais, où elle passait habituellement les matinées avec ses enfants. La scène qui suivit entra dans l'histoire comme l'un des épisodes les plus brutaux de la chronique portugaise. Inès, percevant l'intention des hommes, s'agenouilla devant eux. Avec ses jeunes enfants accrochés à ses jupes, elle implora leur miséricorde. Sa beauté légendaire, qui avait inspiré les poètes à l'appeler « coup de cygne », sembla un moment émouvoir même ses bourreaux. Mais la raison d'État l'emporta sur la compassion. Les épées transpercèrent son cou blanc, tachant de rouge les pierres du jardin où tant de fois elle avait rencontré son bien-aimé. Quand Pierre revint de la chasse et trouva le corps de sa bien-aimée, sa transformation fut instantanée et irréversible. Le prince amoureux mourut à ce moment-là, cédant la place à un homme consumé par la haine et la soif de vengeance. Sa douleur se transforma en une fureur dévastatrice qui n'épargnerait pas même son propre père. Rassemblant des alliés, parmi la noblesse mécontente, Pierre entama une guerre civile qui dévasterait les terres entre le Douro et le Minho. Des châteaux furent assiégés, des villages furent brûlés, et le sang teinta les champs portugais. Le prince qui un jour avait été connu pour sa passion dévorante gagnait maintenant un nouveau surnom, le Cruel. La paix ne fut restaurée que par un accord formel entre père et fils, mais tous savaient que ce n'était qu'une trêve temporaire. Pierre ne pardonna jamais. Pendant 2 ans, il nourrit sa haine en silence, planifiant méticuleusement sa vengeance. La mort d'Alphonse IV, en 1357, ne fut pas la fin de l'histoire, mais seulement le début d'une vendetta qui entrerait dans l'histoire du Portugal. Le Tissa, couronnement de Pierre Ier en 1357, ne fut pas seulement une cérémonie de succession. Ce fut le début d'un règne qui diviserait l'histoire du Portugal. Tandis que l'archevêque de Braga posait la couronne sur sa tête dans la cathédrale de Lisbonne, les courtisans les plus attentifs remarquaient une lueur particulière dans ses yeux. Ce n'était pas la fierté d'un nouveau roi, mais l'éclat de la vengeance si longtemps contenue. Pour le peuple ordinaire, Pierre se révéla bientôt être un gouvernant étonnamment juste. Il parcourait le royaume déguisé, comme le faisaient les califes dans les histoires orientales, pour observer personnellement comment vivaient ses sujets. Il établit des tribunaux itinérants, apportant la justice royale jusqu'aux villages les plus reculés. Il punissait sévèrement les nobles qui abusaient de leurs privilèges et n'hésitait pas à pendre voleurs et assassins indépendamment de leur origine sociale. Cette facette de son gouvernement lui valut le surnom de « le justicier ».
Mais il y avait un autre Pierre, connu seulement des cercles les plus proches du pouvoir. Celui-ci était le Cruel, un homme obsessionnel qui avait transformé le trône portugais en un instrument de vengeance personnelle. Ses premières actions en tant que roi ne furent pas orientées vers l'administration du royaume, mais vers l'exécution d'un plan méticuleusement élaboré pendant les années d'attente. Par un matin froid de janvier 1360, Pierre convoqua le clergé et la noblesse pour une assemblée extraordinaire au palais royal. La salle du trône était pleine lorsque le roi fit son annonce fracassante. Il s'était marié secrètement avec Inès de Castro à Bragance, des années avant sa mort. Il présenta des témoins, certains visiblement intimidés, qui jurèrent sur les évangiles avoir assisté à la cérémonie. Dégil, évêque de Guarda, et Estevão Lobato, son garde-robe, décrivirent avec des détails suspicieusement précis un mariage réalisé dans le secret absolu. L'Église, sous la pression de la couronne et craignant un schisme, n'eut d'autre choix que de reconnaître l'union posthume. Par cet acte, Pierre ne légitimait pas seulement son amour pour Inès, il transformait son assassinat en régicide. Les enfants qu'il avait eus avec elle, auparavant considérés comme bâtards, étaient maintenant officiellement des enfants du Portugal, avec des droits successoraux qui rivalisaient avec ceux du jeune Ferdinand. Mais la légitimation d'Inès n'était que le premier acte de sa vengeance. Grâce à un accord avec son neveu, Pierre Ier de Castille, un autre monarque qui gagnerait le surnom de Cruel, il obtint l'extradition de deux des assassins de sa bien-aimée. Pero Coelho et Álvaro Gonçalves, qui s'étaient enfuis en Castille, furent ramenés enchaînés au Portugal. Ce qui suivit fut un spectacle de cruauté qui choquerait même selon les normes de l'époque. À Santarém, Pierre ordonna que les prisonniers soient torturés en sa présence. Tandis qu'il mangeait tranquillement, il regarda les bourreaux arracher les cœurs des condamnés, l'un par la poitrine, l'autre par le dos. Celui-ci, dit-il, en désignant la poitrine de Coelho, battait contre ma bien-aimée. Celui-là, indiquant le dos de Gonçalves, s'est retourné contre son roi légitime. Mais l'acte qui immortaliserait véritablement son histoire était encore à venir. Dans une cérémonie qui mêlait amour, pouvoir et théâtralité macabre, Pierre ordonna l'exhumation du corps d'Inès du monastère de Santa Clara. Le cadavre, déjà en état avancé de décomposition, fut vêtu d'habits royaux, orné de la couronne du Portugal, et placé sur un trône au monastère d'Alcobaça. Toute la cour fut convoquée pour une cérémonie sans précédent, un baise-main à une reine morte. Un par un, nobles, clercs et officiers du royaume furent obligés de s'agenouiller devant le cadavre couronné et de baiser sa main décomposée. C'était la vengeance finale de Pierre. Forcer ceux qui avaient méprisé Inès durant sa vie à la reconnaître comme reine dans la mort. Pendant que la macabre cérémonie se déroulait, le jeune Ferdinand observait tout avec un mélange d'horreur et d'inquiétude. Le prince héritier, fils de Pierre et de Constance Manuel, voyait son droit au trône menacé par la légitimation des enfants d'Inès. Plus troublant encore était de témoigner de l'obsession croissante de son père, qui semblait plus intéressé à honorer une morte qu'à préparer l'avenir du royaume. La cour portugaise se divisa. Certains voyaient dans les actions de Pierre la preuve suprême d'un amour qui transcendait la mort. D'autres, plus pragmatiques, s'inquiétaient de la stabilité du royaume. Le roi qui rendait justice aux pauvres et punissait les puissants était le même qui semblait disposé à plonger le Portugal dans une crise successorale par amour pour un fantôme. L'obsession de Pierre pour Inès commença à dominer chaque aspect de son règne. Le roi qui auparavant parcourait le pays rendant justice aux pauvres passait maintenant des journées entières à superviser la construction des tombeaux jumeaux au monastère d'Alcobaça. Les sarcophages, sculptés par les meilleurs artistes de l'époque, étaient un chef-d'œuvre du gothique portugais. Sur leurs faces de pierre, des artisans immortalisaient des scènes de la romance interdite, des anges pleuraient la séparation des amants, et l'inscription jusqu'à la fin du monde proclamait l'éternité de cet amour. Dans les couloirs du pouvoir, cependant, on murmurait que le roi perdait la raison. Ses audiences publiques, autrefois célèbres pour leur justice rigoureuse, devenaient erratiques. Certains jours, il condamnait des hommes à mort pour des crimes mineurs. D'autres jours, il pardonnait à des assassins parce qu'ils prétendaient avoir agi par amour.
Les nobles apprirent à éviter toute mention de mariage arrangé ou d'amours interdits en sa présence, craignant d'éveiller ses souvenirs douloureux. Le trésor royal autrefois bien administré commençait à montrer des signes d'épuisement. Pierre détournait des fortunes pour la construction des tombeaux et pour des messes perpétuelles en mémoire d'Inès. Il ordonna la construction de chapelles dans chaque lieu où ils s'étaient rencontrés secrètement et entretenait une petite cour de poètes chargée exclusivement de composer des vers sur leur histoire d'amour. Son fils Ferdinand, observant la situation avec une alarme croissante, commença à tisser un réseau complexe d'alliances. Le jeune prince, éduqué dans les subtilités de la politique médiévale, se rapprocha stratégiquement des nobles mécontents. Lors de réunions secrètes organisées dans ses propriétés à Santarém, il écoutait les plaintes des hidalgos qui voyaient leur influence diminuer au profit des partisans d'Inès. Particulièrement préoccupante était la situation des enfants d'Inès, Jean, Denis et Béatrice. Après leur légitimation posthume, ils avaient été élevés à la condition d'enfants, avec des droits successoraux qui rivalisaient avec ceux de Ferdinand. Le prince héritier observait avec appréhension l'affection particulière que son père montrait pour ses demi-frères, surtout pour Jean, qui avait les mêmes yeux verts que sa mère. La cour portugaise se divisa rapidement en factions. Les partisans de Ferdinand, dirigés par d'anciens conseillers d'Alphonse IV, arguaient que l'obsession du roi menait le Portugal à la ruine. Ils alertaient sur la proximité dangereuse avec la Castille, royaume qui abritait encore le dernier des assassins d'Inès, Diogo Lopes Pacheco, et qui pourrait utiliser ses enfants comme prétexte pour une intervention. De l'autre côté, les partisans des Castro, principalement des nobles galiciens et portugais du Nord, soutenaient que Pierre était dans son droit d'honorer la mémoire de sa reine légitime. Ils arguaient que sa justice rigoureuse et son dévouement à l'amour étaient des signes d'un esprit élevé, supérieur aux mesquineries de la politique ordinaire. Au milieu de ces disputes, Ferdinand commença à consulter discrètement médecins et herboristes. Par l'intermédiaire de personnes de confiance, il cherchait des informations sur des poisons lents qui pourraient simuler une maladie naturelle. Le prince, qui avait grandi en entendant des histoires sur les exécutions ordonnées par son père, savait qu'il devait agir avec une extrême prudence. Le poison choisi fut un composé à base d'arsenic et d'herbe, administré en doses minuscules, dans les repas du roi. Les premiers symptômes étaient presque imperceptibles, une fatigue inhabituelle, des maux de tête occasionnels, une soif constante. Pierre, absorbé dans ses projets pour les tombeaux, n'accorda initialement pas d'importance à ces signes. Les serviteurs les plus proches du roi, cependant, commencèrent à remarquer des changements subtils. Son appétit diminuait, ses mains tremblèrent légèrement en tenant sa coupe de vin, et sa peau prenait une pâleur contre nature. Les nuits de pleine lune, quand il avait l'habitude de se promener dans les jardins en se remémorant ses rencontres avec Inès, il devait maintenant s'appuyer sur les gardes pour marcher. L'ironie de la situation n'échappait pas aux observateurs les plus attentifs. Le roi qui avait fait de la vengeance sa raison de vivre était détruit par la vengeance de son propre sang. L'homme qui avait arraché des cœurs de poitrine encore palpitantes avait maintenant son propre cœur empoisonné par la trahison familiale. À mesure que le poison s'accumulait dans son organisme, Pierre commençait à présenter des symptômes plus graves. Ses accès de fureur, autrefois redoutés par toute la cour, furent remplacés par des périodes de mélancolie profonde. Il passait des heures à contempler le tombeau vide qu'il avait fait construire pour lui-même, à côté de celui d'Inès, comme s'il pressentait que son temps s'épuisait. Au début de 1367, le déclin de Pierre Ier ne pouvait plus être caché à la cour portugaise. Le roi, autrefois connu pour sa force physique et sa présence imposante, parvenait maintenant à peine à quitter ses appartements au monastère d'Alcobaça. Son corps, qui un jour avait brandi l'épée de la vengeance avec une vigueur implacable, dépérissait visiblement. Les médecins royaux convoqués de tous les coins du royaume se réunissaient en conseils interminables, débattant de théories sur la mystérieuse maladie qui consumait leur souverain. Les matins au monastère se transformèrent en un rituel macabre. Des saignées étaient pratiquées dans le but de purifier le sang royal, tandis que des moines spécialisés en médecine préparaient des potions de plus en plus élaborées. La chambre royale
devint une chambre d'expérimentation médicale médiévale. Des herbes aromatiques étaient brûlées pour éloigner les mauvais esprits, des pierres précieuses étaient immergées dans son vin pour neutraliser d'éventuels poisons, et des prières en latin résonnaient jour et nuit dans les couloirs. La vérité sur son empoisonnement commença à circuler d'abord parmi les serviteurs les plus proches, qui remarquaient les comportements suspects. Les chansons royales avaient observé comment certains repas étaient préparés séparément, comment certains serviteurs, loyaux à Ferdinand, insistaient pour servir personnellement le roi. Les chuchotements atteignirent bientôt les couloirs du pouvoir, divisant encore plus la cour portugaise déjà fragmentée. Certains pointaient directement Ferdinand comme commanditaire, citant son impatience croissante à monter sur le trône et sa crainte des enfants d'Inès. D'autres accusèrent des nobles castillans, suggérant une vengeance tardive pour l'exécution de Pero Coelho et Álvaro Gonçalves. Il y avait encore ceux qui voyaient dans la maladie du roi une punition divine pour avoir profané l'Église avec le couronnement d'un cadavre. Pierre, même dans son état affaibli, n'était pas étranger aux rumeurs. Dans ces moments de lucidité qui devenaient de plus en plus rares, il observait avec une amère ironie comment son propre fils avait suivi ses pas sur le chemin de la vengeance. Le roi qui un jour avait ordonné des exécutions brutales goûtait maintenant au même calice de rétribution qu'il avait servi à d'autres. Dans ses délires fiévreux, de plus en plus fréquents, Pierre revivait les moments cruciaux de sa vie. Il conversait avec Inès comme si elle était présente, lui racontant leur chasse ensemble, leurs rencontres secrètes dans les jardins de Santa Clara, les promesses d'amour éternel chuchotées sous les étoiles portugaises. À d'autres moments, il revivait ses vengeances. Il ordonnait à nouveau l'exécution des assassins d'Inès, décrivait avec des détails troublants comment leur cœur avait été arraché, commandait une fois de plus la macabre cérémonie de couronnement posthume. Les quelques courtisans autorisés à lui rendre visite rapportaient des scènes troublantes. Le roi alternait entre des moments de lucidité violente, où il prononçait des sentences de mort contre des ennemis déjà exécutés depuis longtemps, et des périodes de profonde mélancolie, durant lesquelles il récitait des poèmes d'amour qu'il avait composés pour Inès dans sa jeunesse. Dans la chapelle du monastère, Ferdinand participait à des messes quotidiennes, démontrant publiquement sa préoccupation pour la santé de son père. Cependant, dans les coulisses, il négociait déjà avec l'Église les préparatifs pour son propre couronnement. L'évêque de Lisbonne, qui des années auparavant avait légitimé le mariage posthume de Pierre avec Inès, se préparait maintenant à oindre son assassin comme nouveau roi du Portugal. La noblesse, toujours attentive au vent du changement, commença à migrer subtilement vers le camp de Ferdinand. Ceux qui avaient été les plus proches de Pierre trouvaient des excuses pour s'absenter de la cour, craignant d'être associés au roi moribond. Ceux qui avaient soutenu la légitimation des enfants d'Inès juraient maintenant fidélité au futur roi, assurant qu'ils avaient toujours considéré Ferdinand comme le seul héritier légitime. Le cercle de la trahison se refermait inexorablement. Pierre, le roi qui avait fait de la vengeance sa raison de vivre, qui avait transformé un amour interdit en une légende immortelle, affrontait maintenant son propre jugement final. Pas un jugement public avec accusateurs et défenseurs, mais un verdict silencieux, administré goutte à goutte dans les coupes de vin servies avec les plats de sa table royale. Dans ces derniers moments de clarté, Pierre semblait comprendre la symétrie poétique de son destin. Lui qui avait défié son propre père pour l'amour d'Inès, était maintenant détruit par la haine de son fils. Le poison qui coulait dans ses veines n'était que la matérialisation d'un cycle de violence qu'il avait lui-même initié, une danse macabre d'amour et de mort qui trouvait son dernier mouvement. Le 18 janvier 1367, quand les cloches du monastère d'Alcobaça sonnèrent pour annoncer la mort de Pierre Ier du Portugal, une ère arrivait à sa fin. Le roi qui avait transformé son histoire d'amour en légende mourait comme il avait vécu, en appelant Inès. Ces derniers moments, selon les moines qui l'assistaient, furent consacrés à s'assurer que son corps serait déposé dans le tombeau qu'il avait fait construire, éternellement tourné vers le sépulcre de sa bien-aimée. La mort de Pierre déclencha une séquence d'événements que ses contemporains observèrent avec une fascination morbide. Son corps fut préparé avec tous les honneurs dus à un roi, vêtu des insignes royaux qu'il avait un jour fait placer sur le cadavre d'Inès.
La couronne qu'il avait cédée à sa reine morte reposait maintenant sur sa propre tête sans vie. Le cortège funèbre qui le conduisit jusqu'à sa tombe à Alcobaça fut accompagné par une foule silencieuse. Le peuple qu'il avait connu comme le justicier, mêlé aux nobles qui déjà rendaient hommage au nouveau roi. Ferdinand monta sur le trône dans une atmosphère de tension contenue. Sa première action comme roi fut d'ordonner une enquête sur les dernières années du règne de son père, sous prétexte de restaurer l'ordre dans le royaume. En pratique, cela signifia une purge systématique des anciens alliés de Pierre et des partisans des Castro. Les frères d'Inès, qui un jour avaient été si puissants à la cour portugaise, s'enfuirent précipitamment vers la Castille. Les enfants d'Inès, Jean, Denis et Béatrice, devinrent l'objet d'un intense débat politique. Ferdinand, craignant qu'ils ne deviennent des points de convergence pour l'opposition, tenta initialement de les maintenir sous étroite surveillance à la cour. Cependant, à mesure que son propre règne rencontrait des difficultés croissantes, son attitude envers ses demi-frères devint plus sévère. Jean et Denis finiraient par fuir en Castille, où ils deviendraient des pièces importantes dans le complexe échiquier politique ibérique. L'histoire de Pierre et Inès, cependant, refusait de mourir. Dans les années qui suivirent, troubadours et chroniqueurs transformèrent leur tragédie en l'une des légendes les plus durables du Portugal. La cruelle exécution d'Inès, la vengeance implacable de Pierre, le macabre couronnement posthume, le baisement au cadavre, chaque élément de l'histoire fut amplifié et raconté d'innombrables fois, mélangeant faits historiques et élaborations poétiques. Le règne de Ferdinand, marqué par des guerres désastreuses et des décisions politiques discutables, servit de contraste qui ne fit que rehausser la figure romantique de son père. Tandis que Pierre était rappelé comme le roi qui avait élevé l'amour au-dessus des conventions sociales et politiques, Ferdinand entra dans l'histoire comme le monarque qui avait presque conduit le Portugal à la ruine. Le poison qu'il avait utilisé pour tuer son père finit, métaphoriquement, par empoisonner aussi son propre règne. L'ironie historique se manifesta de diverses façons. Les Castro, que Pierre avait tant favorisés et que Ferdinand avait tenté de détruire, finirent par prospérer en Castille, où leur influence politique survécut pendant des générations. Les réformes judiciaires mises en œuvre par Pierre, que Ferdinand tenta de démanteler, se révélèrent si efficaces qu'elles furent progressivement restaurées par ses successeurs. Même la pratique des rois portugais parcourant le royaume pour administrer personnellement la justice, initiée par Pierre, devint une tradition maintenue par plusieurs de ses successeurs. Mais ce fut dans le domaine culturel que l'héritage de Pierre et Inès atteignit sa plus grande dimension. Leur histoire inspira des générations d'artistes, de poètes et d'écrivains. Luis de Camões leur dédia quelques-uns des vers les plus mémorables des Lusiades, immortalisant le coup de cygne d'Inès et la passion dévorante de Pierre. Peintres, sculpteurs et dramaturges au fil des siècles revinrent sans cesse à cette histoire d'amour, de mort et de vengeance, y trouvant des éléments éternels de la condition humaine. Les tombeaux gothiques de Pierre et Inès à Alcobaça devinrent non seulement des chefs-d'œuvre de l'art médiéval portugais, mais aussi des symboles tangibles d'un amour qui avait défié la mort. Séparés par quelques mètres de pierre froide, mais unis pour l'éternité, comme promis dans l'inscription jusqu'à la fin du monde, les amants continuent de fasciner les visiteurs qui contemplent les détails sculptés sur leurs sarcophages, scènes de leur vie, de leur mort et de leur union transcendantale. Des siècles plus tard, lorsque des archéologues ouvrirent les tombeaux pour des travaux de restauration, ils découvrirent que Pierre et Inès avaient été effectivement déposés de manière à se faire face, pour que, selon la légende au jour du jugement dernier, leur premier regard soit l'un pour l'autre. Cette dernière gentillesse, probablement ordonnée par Pierre dans ses moments finaux, sert de témoignage final d'un amour qui transforma l'histoire du Portugal. La véritable victoire de Pierre et Inès fut de survivre dans la mémoire collective, non pas comme des figures historiques marquées par la violence et la vengeance, mais comme des symboles éternels d'un amour qui transcenda les barrières de la vie et de la mort. Tandis que leurs contemporains, y compris Ferdinand lui-même, furent progressivement oubliés ou rappelés uniquement pour leurs échecs, Pierre et Inès conquirent une forme d'immortalité qu'eux-mêmes n'auraient pu imaginer. Fin de l'histoire. Et toi, vous, nobles spectateurs,
qui avez cheminé avec nous à travers les salles sombres de l'histoire. Que gardez-vous de ce voyage? Si ce récit vous a touché, inscrivez-vous à la chaîne, laissez votre j'aime et partagez-le avec ceux qui aiment l'histoire vivante et intense. Et ne manquez pas le prochain épisode. Nous parlerons de La Reine folle et l'Empire des ombres. Isabelle, Ier d'Espagne. À bientôt.